sur votre écran. Donc, la fonction lever la main et discussion, ces deux fonctions ne sont pas actives. Donc, vous posez vos questions avec le QR qui est à votre disposition. Voilà, donc je vous rappelle, webinaire aujourd'hui de l'assurance maladie sur l'antibiothérapie et donc en partenariat avec le CRATB. Donc, un webinaire très riche, vous allez voir, qui dure pendant 1 heure. On s'est calé de 19h30 jusqu'à 20h30, comme on le fait habituellement. On vous remercie en tout cas d'être nombreux. Je vois plein de personnes qui arrivent et d'avoir pris du temps pour suivre ce webinaire qui va être, comme je vous l'ai dit, fort riche. Alors, ce webinaire va être aujourd'hui principalement consacré à l'antibiothérapie, sujet très vaste. Donc, en fait, aujourd'hui, on va se focaliser sur une partie de l'antibiothérapie et principalement les infections respiratoires. Voilà, donc concernant le programme du jour, les infections respiratoires, donc il y aura 2 parties. Une partie qui va être consacrée principalement aux infections ORL et la seconde partie qui va porter sur les infections respiratoires basses. Donc, dans ce webinaire, vous allez avoir des jeux de rôle, des intervenants et à l'issue des 2 présentations, donc la première partie infection ORL, on aura une séquence de questions-réponses. Donc, je vous rappelle, vous pouvez poser vos questions avec la fonction QR qui est à votre disposition. Et à l'issue de la seconde partie sur les infections respiratoires basses, nous aurons aussi une séquence de questions-réponses pour répondre à tous vos besoins. Voilà, donc il y a encore quelques personnes qui commencent à arriver, mais je pense qu'on va pouvoir commencer à lancer le webinaire. Nous en sommes à 2-3 minutes, donc on va le lancer concrètement. Et donc, je vais passer la parole pour l'introduction au docteur Gaetano Saba, qui est directeur de la coordination régionale en Auvergne-Rhône-Alpes de l'assurance maladie et qui est également directeur du service médical de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Docteur, je vous passe la parole. Merci, Madame Sanchez. Donc, premièrement, un grand merci à tous ceux qui se sont connectés, puisque le sujet de l'antibiorésistance est un sujet majeur. Donc, d'après Santé publique France, on a 120 000 personnes qui développent chaque année une infection liée à une bactérie multirésistante et on compte 5 500 personnes qui décèdent chaque année liées à ces bactéries multirésistantes. Alors, si on fait un prorata, pour la région Aura, ça fait 50 décès par mois. Donc, ce n'est pas rien et c'est important qu'on s'y intéresse. Donc, c'est un problème majeur de santé publique qui est lié directement à l'antibiorésistance et c'est une préoccupation majeure. Alors, votre présence ce soir en témoigne et je vous en remercie puisque c'est important. C'est un sujet qu'on doit prendre à bras le corps. En Aura, l'assurance maladie et le service régional d'antibiothérapie ont décidé de collaborer pour contribuer à cette maîtrise de prescription sur les antibiotiques en rappelant les bonnes pratiques. Alors ce soir, on a 2 thèmes, comme l'a dit Madame Sanchez, les infections ORL et les infections respiratoires basses. Voilà, c'est une des premières briques, on en a d'autres qu'on vous dévoilera progressivement, une des premières briques qui est le résultat de ce partenariat. Et je vais passer rapidement la parole au docteur Philippe L'Esprit, qui est infectiologue, coordonnateur du centre régional en antibiothérapie, pour en parler et entrer dans le vif du sujet. Et vous verrez qu'il a autour de lui plusieurs personnes qui relèvent du centre régional et pour lesquelles on va apprendre beaucoup de choses. Donc, Philippe L'Esprit, c'est à vous de parler, si vous êtes d'accord. Oui, bonsoir, bienvenue tout le monde. Et donc, je suis le docteur L'Esprit, donc je suis infectiologue à l'hôpital de Grenoble et je coordonne effectivement le centre régional en antibiothérapie qu'on appelle CRATB. C'est une structure qui est probablement toute nouvelle pour vous, qui a pour mission de décliner au niveau régional toutes les actions de bon usage des antibiotiques avec différents partenaires, dont l'assurance maladie. Et puis, bien sûr, de développer un dialogue avec les prescripteurs, qu'ils soient hospitaliers ou qu'ils soient de ville. Donc, on est vraiment très ravis de vous rencontrer. Vous allez donc rencontrer mes collègues. Vous allez voir que nous avons dans ce centre régional des infectiologues, mais également un médecin généraliste, donc qui connaît bien vos problématiques. Et donc, on est vraiment tout à fait ravis de cette première occasion.
Alors, le centre régional, vous verrez ultérieurement, nous allons développer un certain nombre d'outils dont on va espérer qu'ils vont pouvoir vous aider. On est notamment en train de construire un site internet qui n'est pas encore disponible, mais qui va l'être très prochainement et qui vous donnera accès à un certain nombre d'outils, que ce soit des outils pour la prescription antibiotique, mais également des outils si vous souhaitez, par exemple, pouvoir avoir recours facilement à un avis infectiologique. Voilà, alors vous savez que les antibiotiques, c'est une classe de médicaments particulière, hein. On dit toujours à nos étudiants qu'un antibiotique mal prescrit, c'est éventuellement délétère pour le patient. Donc ça, c'est des conséquences individuelles, mais vous savez également que ces antibiotiques ont des conséquences collectives dont a parlé le docteur Sabat, notamment en termes d'antibiorésistance. Et donc, on a volontairement choisi comme thématique ce soir les infections respiratoires parce qu'on sait que c'est une problématique quotidienne pour vous et que c'est un grand motif de prescription d'antibiotiques. Et donc, c'est vraiment un sujet extrêmement important pour nous à traiter avec vous. Alors, vous allez voir que la construction de ce webinaire est de façon très interactive avec mes collègues qui vont prendre la parole juste après. Et donc, on tâchera bien entendu de répondre aux questions que vous nous posez. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et puis donc à tout de suite pour les questions-réponses. Bonjour, je suis le docteur Fanny Bodino. Bonjour, moi je suis le docteur Sandrine Roux, je suis infectiologue à Lyon. Ensemble, nous allons discuter maintenant des infections respiratoires hautes de l'enfant et de l'adulte. Alors rentrons dans le vif du sujet. Nous allons commencer par aborder les infections ORL de l'enfant qui sont très fréquentes en médecine ambulatoire. Diapo suivante s'il vous plaît. Merci. Nous allons commencer par parler des otites. Pour rappel, une otite congestive ou séromuqueuse ne nécessite pas d'antibiotiques. Oui, des antalgiques simples, pas d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, pas de corticoïdes, rien dans l'oreille, pas de traitement topique. Concernant les otites moyennes aiguës purulentes, l'attitude thérapeutique va dépendre de l'âge de l'enfant. Pour les enfants de moins de 3 mois, on ne se pose pas de questions, on demande un avis spécialisé à un pédiatre. Et je dirais même plus, devant toute fièvre de l'enfant de moins de 3 mois, il doit être adressé aux urgences pédiatriques pour une prise en charge spécialisée. On considère quand même qu'il s'agit d'une infection materno-fœtale jusqu'à preuve du contraire. Ensuite, si l'enfant a entre 3 mois et 2 ans, on peut lui prescrire d'emblée de l'amoxicilline à 80 mg kg en 2 prises et pendant 10 jours. Et alors, pourquoi de l'amoxicilline ? Parce qu'on veut bien couvrir les streptocoques et la majorité des hémophilus influenzae qui sont en cause dans cette infection. D'accord, mais ça me rassure en fait que tu dises 2 prises, parce que je discutais l'autre jour avec un confrère, il disait qu'il fallait mieux donner toutes les 8 heures. Mais il faut être réaliste, dans la vraie vie de parents, jamais tu réveilles un bébé malade qui dort enfin, il faut être fou. Il ne devait pas avoir d'enfant celui-là, mais oui, effectivement, en 2 prises, c'est suffisant. Alors, je continue. Pour un enfant de plus de 2 ans, s'il est peu symptomatique, on peut et on doit surseoir au traitement antibiotique. Il faut le réévaluer à 48-72 heures. Il vaut mieux éviter les prescriptions anticipées d'antibiotiques car les parents ont tendance à dégainer les antibiotiques en autonomie alors que ça nécessite vraiment une réévaluation médicale. Ouais, alors d'accord, mais en vrai, c'est quand même pas facile de se dégager du temps pour aller chez le médecin une fois, y retourner 2 jours après, c'est quand même compliqué, hein. C'est sûr, je comprends bien, mais si on peut éviter de prescrire des antibiotiques, c'est vraiment très important aussi. C'est un vrai message à faire passer aux parents. Par contre, bien sûr, si l'enfant a des symptômes bruyants d'emblée, c'est-à-dire otite hyperalgique, mauvaise tolérance de la fièvre, altération de l'état général, on y va, go, go, go pour les antibiotiques. Alors, c'est toujours l'amoxicilline, 80 mg kg en 2 prises, mais pendant seulement 5 jours. 10 jours, c'est seulement en cas d'autorée ou d'otite récidivante. Ah ouais, 5 jours, ça va, c'est moins long qu'avant, non ? Depuis 2011, suite aux dernières recommandations de la Société française de maladies infectieuses. Alors, pourquoi on fait 2 fois plus long pour les enfants avant 2 ans ? Parce qu'en fait, l'âge des patients est un facteur qui est très important. Plus l'enfant grandit, mieux il va guérir. C'est avant 2 ans que le risque de complications infectieuses graves est le plus important, avec des bactériémies, des méningites, des mastoïdites. Plus l'enfant est jeune et symptomatique, plus le bénéfice attendu de l'antibiothérapie est important. Avant l'âge de 2 ans, 3 études montrent qu'un traitement de 5 jours est significativement moins efficace, en particulier pour les enfants en crèche. Chez les enfants qui ont à l'inverse plus de 2 ans, on a une méta-analyse qui montre que les dossiers sont suffisants pour recommander un traitement plus court, de 5 jours. Et l'augmentin dans tout ça ? On le réserve à l'association otite conjonctivite de l'enfant. Alors pourquoi ?
Parce qu'on veut mieux couvrir Haemophilus influenzae, qui est le germe en cause dans cette entité, et pour qui l'amoxicilline peut être insuffisante, environ 20% des souches d'Haemophilus influenzae produisant une bêta-lactamase. Alors, ça concerne aussi les enfants qui sont quand même vaccinés contre Haemophilus? Et oui, parce que le vaccin ne couvre pas les souches d'Haemophilus influenzae non groupables qui sont responsables des otites, mais uniquement les souches d'Haemophilus influenzae B, responsables des méningites. Ok, bon, bah, c'est clair. On passe au rhinopharyngite? Donc, je le rappelle, pas besoin d'antibiotiques dans le traitement de la rhinopharyngite aiguë. Oui, alors, encore une fois, quand les parents ils viennent avec leur enfant 3 fois dans la semaine en demandant des antibiotiques, alors 1 fois, 2 fois, ça va bien, mais bon, moi, je finis par craquer, quoi. C'est vrai qu'il va vite mieux en plus ensuite, le petit. Il va vite mieux parce que c'est l'évolution naturelle de la maladie. En 1 semaine, il a le temps de guérir tout seul. C'est vrai qu'il y a un gros travail d'éducation et de communication à faire auprès des parents. Et dis donc, tu savais que la CPM avait diffusé des ordonnances de non-prescription? Ça peut être pas mal à donner en consultation, ça peut aider les gens. Et il y a le lien qui est juste là. Effectivement, c'est un outil qui peut être très utile. Allez, on passe aux angines. Comme pour l'otite, la prise en charge dépend de l'âge de l'enfant. Ah oui, donc chez le moins de 3 ans, on ne se pose pas de questions. Dans l'immense majorité des cas, c'est viral, pas besoin d'antibiotiques. C'est bien ça. Et c'est ça, si l'enfant a plus de 3 ans, on doit lui faire un test de diagnostic rapide ou TDR. C'est un test qui détecte un antigène de paroi spécifique du streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, avec une bonne sensibilité et une bonne spécificité qui sont fournies gratuitement par l'assurance maladie. Si ce test est négatif... Attends, excuse-moi, mais en fait, excuse-moi de te couper, hein, mais c'est quand même plus simple de savoir si l'angine est rouge ou blanche. Les angines rouges, elles sont principalement virales et les blanches, bactériennes. Donc, en fait, moi, je regarde et je mets des antibiotiques d'emblée si l'angine a des dépôts blanchâtres. Comme ça, pas forcément besoin de test. Alors, détrompe-toi, une angine bactérienne peut être aussi bien rouge que blanche. C'est piège, attention. Mets-toi à faire des streptotests et tu verras. Ok, donc si ce test est négatif, pas besoin d'antibiotiques. Et s'il est positif, toujours de l'amoxicilline, mais à dose moindre que dans l'otite, 50 mg kg jour en 2 prises, la durée est de 6 jours. Alors, pourquoi la dose est de 80 mg kg jour pour les otites et seulement 50 mg kg jour pour les angines, hein? Parce que les germes en cause dans l'angine sont les streptobêta-hémolytiques du groupe A, qui sont très sensibles à l'amoxicilline, alors que dans l'otite moyenne aiguë ou dans la sinusite, on veut bien couvrir le Streptococcus pneumoniae. Et sur les Streptococcus pneumoniae, quand on regarde un petit peu, 40% des souches qu'on isole par parasynthèse sont de sensibilité diminuée à la pénicilline. Ça veut dire que les germes restent sensibles, mais il faut des doses un peu plus importantes. C'est pour ça que les doses sont supérieures. Oui, et par ailleurs, pas d'INS, pas de corticoïdes, parce que il existe un risque de complications infectieuses à type de phlegmon ou de cellulite cervicale. Allez, on enchaîne avec les sinusites de l'enfant. Avec plaisir. Il faut avoir en tête que les sinus se développent progressivement. Avant 3 ans, il n'est anatomiquement pas possible d'avoir autre chose qu'une sinusite ethmoïdale. Vers 7-10 ans, on commence à avoir des sinusites maxillaires et les sinusites frontales et sphénoïdales sont beaucoup plus rares et n'arrivent pas avant 10 ans. Les sinusites ethmoïdales, on ne peut pas passer à côté, hein. Le tableau est bruyant, forte fièvre, prostration et rhinorrhée purulente. Il y a aussi un œdème inflammatoire débutant au bord interne de l'œil. Regardez cette photo, pauvre Pichouna. Donc là, il faut hospitaliser l'enfant pour un avis spécialisé avec évaluation par les pédiatres, ORL, ophtalmologues, un scanner si nécessaire et une antibiothérapie qui est prescrite en milieu hospitalier et par voie intraveineuse. À l'inverse, les sinusites maxillaires bactériennes sont souvent bénignes. On les trouve donc après 3 ans et la clinique n'est pas très spécifique. On l'évoque devant un rhume qui ne passe pas, avec persistance après 10 jours d'un écoulement nasal purulent, avec toux et nez bouché. Et dans ce cas, il faut savoir attendre, hein. Ça guérit souvent tout seul. Mais il ne faut pas oublier le traitement symptomatique, paracétamol, lavage de nez. Si tu as 2 minutes, je vais peut-être te montrer une super technique pour les lavages de nez pour les nourrissons. Là, on est plutôt chez le grand enfant, mais ça peut quand même servir. Donc, j'ai amené Marcel. Marcel, il est petit, mais il faut voir ça avec un plus grand. Alors, en fait, la technique, c'est bébé qu'on met sur le ventre. Je vais faire au mieux pour vous montrer. On met bébé sur le ventre, ce qui permet, les bras le long du corps, ce qui permet de s'allonger sur lui et de le plaquer en fait pour qu'il ne bouge pas. On pose délicatement sa main sur la tête et on le laisse choisir le côté qu'il préfère. On va dire qu'il se regarde parce que sinon, voilà. On a bien préparé ses pipettes à côté et là, bébé ne peut pas bouger.
On met la pipette dans la narine supérieure, ça sort par la narine inférieure. On fait une pipette. Si on appuie bien, il sort la moitié de la pipette. On appuie une fois, 2 fois, on peut faire une deuxième pipette. Le bébé ne bouge pas et ça suffit. Ensuite, s'il est assez tonique, assez grand, il va se redresser sur ses bras, il va pleurer et il va se moucher tout seul. Voilà, c'est une technique, je pense qu'il faut partager aux parents, voire même aux professionnels de la petite enfance, qui est bien utile. Merci beaucoup, Fanny. Et pour les plus grands? Alors, pour les plus grands, ou les adultes ou les grands enfants, il y a plusieurs systèmes, un peu des poires comme ça avec la pression, on met du sérum physiologique dedans. Il y a aussi des systèmes dans ce style qui permettent d'entrer par une fosse nasale et de sortir de l'autre côté. Voilà, au choix, les dispositifs. Mais un vrai lavage de nez, c'est ça. Et là encore, il faut éviter les ANS et les corticoïdes dont l'utilité n'est pas démontrée. Les corticoïdes sont à discuter vraiment au cas par cas pour les sinusites hyperalgiques. Si vraiment ça ne passe pas, on peut proposer là encore de l'amoxicilline, 80 mg kg pendant 10 jours. Et pourquoi pas l'augmentin là? Alors seulement si la porte d'entrée est dentaire, parce qu'à ce moment-là, l'acide clavulanique permet d'avoir une meilleure action sur les germes anaérobies de la bouche. Donc, si je comprends bien, la différence entre amoxicilline et l'association amoxicilline-acide clavulanique, c'est principalement le spectre plus large. Avec l'augmentin, on couvre mieux Haemophilus influenzae et les anaérobies. C'est exactement ça. Ok, allez, alors la sinusite frontale, qu'on diagnostique devant une douleur suborbitaire pulsatile. J'imagine qu'on lui met simplement de l'amoxicilline à la dose de 80 mg kg pendant 10 jours. Et pour finir, il faut savoir reconnaître les formes graves de sinusite. Fièvre supérieure à 39, céphalée importante insomniante, syndrome méningé, exophthalmie, œdème palpébral, trouble de la motilité oculaire. Et dans ce cas-là, le traitement antibiotique est indiqué d'emblée, mais à l'hôpital. C'est assez simple finalement. Sur une sinusite maxillaire ou frontale simple, on peut proposer, si nécessaire, de l'amoxicilline. Encore elle, on parle beaucoup d'elle. 80 mg kg en 2 prises pendant 10 jours. Sauf si l'origine est dentaire. Dans ce cas, on préfère amoxicilline et acide clavulanique, une dose poids 3 fois par jour pendant la même durée. Et s'il y a des signes de gravité, on hospitalise en urgence. Allez, on récapitule. Donc, dans les infections urales de l'enfant, on met des antibiotiques pendant 10 jours seulement pour l'otite moyenne aiguë du tout petit entre 3 mois et 2 ans, l'otite qui rechute ou qui coule, la sinusite maxillaire ou frontale non compliquée, 5 jours pour l'otite moyenne aiguë après 2 ans, 6 pour l'angine avec streptotest positif. C'est ça, j'ai tout bon là. Tu as tout compris. Et l'amoxicilline, c'est 80 mg kg, sauf pour l'angine, où la dose est moindre. Et l'augmentin, c'est pour l'hémophilus ou les anaérobies de la bouche. Eh bien, allez, on passe à l'adulte. L'otite moyenne aiguë de l'adulte, c'est comme chez l'enfant, ça se traite par amoxicilline, 1 gramme 3 fois par jour pendant 5 jours seulement. En revanche, il n'y a pas de syndrome otite conjonctivite chez l'adulte et donc il n'y a pas de place pour l'augmentin dans cette indication. La rhinopharyngite, c'est comme chez l'enfant, on la traite par les mesures symptomatiques, pas d'antibiotiques évidemment. Concernant l'angine, est-ce que tu connais le score de Mac-Isaac? Ah oui, alors celui-là, bien sûr, je m'en sers beaucoup. Donc, il y a 5 items. Température supérieure à 38, 1 point. Absence de toux, 1 point. Présence d'adénopathie cervicale volumineuse ou douloureuse, 1 point. Atteinte amygdalienne, 1 point. Et plus de 45 ans, par contre, c'est moins 1 point. Si le score est inférieur à 2, l'angine est virale. Pas besoin ni de TDR, ni d'antibiotiques. À partir d'un score de 2, on fait le TDR. Et si ce TDR est positif, on prescrit des antibiotiques. Et dans ce cas, c'est encore de l'amoxicilline, 1 gramme 2 fois par jour pendant 6 jours. Mais non, 3 fois par jour, tu as dit 2. Et non, c'est bien 2 fois. Comme chez l'enfant, la dose d'amoxicilline nécessaire est moindre dans l'angine du fait de la grande sensibilité du streptocoque bêta-hémolytique à cet antibiotique. Là, c'est clair. Allez, on continue avec la sinusite de l'adulte. Si elle est maxillaire, aiguë et purulente comme chez l'enfant, si on peut, on attend. Bien sûr, avec un traitement symptomatique. Il faut expliquer comment réaliser une désobstruction rhinopharyngée. N'oublie pas. Et sinon, on prescrira de l'amoxicilline, 1 gramme 3 fois par jour pendant 7 jours. Et l'augmentin, est-ce qu'il a une place dans les sinusites de l'adulte? Et oui, quand il y a une infection dentaire associée pour mieux couvrir les anaérobies de la bouche ou en cas d'échec du traitement de première ligne.
Ou alors pour une sinusite frontale, ethmoïdale ou sphénoïdale. À ce moment-là, c'est l'augmentin, 1 gramme 3 fois par jour pendant 7 jours, et avis ORL, car ces localisations sont potentiellement plus graves. On ne veut pas perdre de chance sur l'hémophilus influenzae. Et bien sûr, si le patient présente des signes de gravité, on l'hospitalise en urgence. Alors, si on récapitule, otite moyenne aiguë de l'adulte, amoxicilline 1 gramme 3 fois par jour pendant 5 jours. Angine à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, TDR+, amoxicilline 1 gramme 2 fois par jour pendant 6 jours. Sur la sinusite maxillaire, c'est amoxicilline 1 gramme 3 fois par jour pendant 7 jours. Et la sinusite frontale, ethmoïdale, sphénoïdale, origine dentaire ou en échec, l'augmentin 1 gramme 3 fois par jour pendant 7 jours. Eh ben, c'est simple en fait. C'est vrai que c'est facile de s'en mêler les pinceaux, mais comme ça, c'est assez clair. Et toutes ces informations sont à retrouver dans les fiches mémo de l'HAS qui résument très bien tout ça. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup au docteur Fanny Bodino et au docteur Sandrine Roux. C'était très intéressant et le jeu de rôle est très interactif. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur la fonction QR qui est à votre disposition. On a déjà certaines questions qui sont arrivées. Donc, je vais passer la parole au docteur Olivier Lévinement de l'assurance maladie, au docteur Philippe L'Esprit du CRATB. À vous. Oui, bonsoir. On vous rappelle vraiment que vous pouvez utiliser l'outil questions-réponses si vous avez des questions, parce qu'un des objectifs de ce webinaire, c'est justement d'échanger avec vous sur vos problèmes. Donc, n'hésitez pas à transmettre vos questions et puis on les transmettra aux orateurs. Alors, merci Sandrine et Fanny, notamment pour la démonstration sur le bébé. Là, je pense que c'est très bien. Il faudra que tu prennes un mannequin taille adulte la prochaine fois. Là, il y a une question intéressante, je pense, parce qu'elle va revenir régulièrement, c'est qu'est-ce qu'on fait, notamment en cas d'attitude attentiste, en gros de décision de ne pas prescrire d'antibiotiques, lorsque les symptômes persistent et s'éternisent, par exemple lorsque le patient ou l'enfant reste fébrile au-delà de 10 jours, qu'est-ce que vous conseillez? Sandrine ou Fanny? Ça, effectivement, on en a parlé après 10 jours d'un enfant qui va rester enrhumé, avec vraiment congestionné, il faut déjà bien s'assurer que les parents arrivent bien à lui faire les lavages de nez et qu'ils le traitent bien par les mesures symptomatiques. Effectivement, au bout de 10 jours, je ne sais pas si on peut remettre la diapo, on peut prescrire de l'amoxicilline. Moi, je n'ai pas la main sur les diapos. Et puis, en cas d'échec de l'amoxicilline, c'est là que l'augmentin a sa place. En fait, le message, c'est que l'augmentin n'est pas à prescrire en première ligne dans toutes les sinusites. L'amoxicilline toute seule, ça peut suffire. Et l'augmentin, on le réserve à certaines situations bien précises, et notamment en cas d'échec. Pourquoi c'est important? Parce que dans l'amoxicilline acétavulanique, comme vous l'avez compris, on a un inhibiteur de bêta-lactamase. Et ce qui va changer entre l'amox et l'augmentin, c'est le spectre sur l'hémophilus et les anaérobies. Et quand on prend un médicament qui va détruire les anaérobies, il va détruire les anaérobies qui donnent l'infection, mais aussi les anaérobies du tube digestif. Et c'est là qu'on va retrouver de la pression de sélection sur notre microbiote. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce qu'on va déséquilibrer notre flore digestive, on va pouvoir créer de la résistance. Donc, le spectre est quand même pas le même entre l'amox et l'augmentin. Et il faut savoir avoir la main légère sur l'acide clavulanique et vraiment le prescrire à bon escient pour limiter la pression de sélection sur le tube digestif. Merci. Il y a une question qui revient parce que c'est vrai que c'est un des problèmes éventuels chez l'adulte en cas d'angine. Vous l'avez dit, mais est-ce que vous pouvez revenir dessus? Pourquoi est-ce qu'il faut passer par le score Mac-Isaac avant de faire un TDR? Peut-être que Fanny répond. Ou sinon, je peux répondre, mais globalement, l'idée, c'est d'essayer de bien screener et d'utiliser le TDR à bon escient. Si le score de Mac-Isaac est suffisamment discriminant pour affirmer avec un niveau de conviction suffisant que l'angine est virale, effectivement, il n'y a pas besoin de faire un TDR complémentaire. Et c'est vrai que ce score, il est validé et il ne faut pas hésiter à l'utiliser. C'est une façon très simple finalement de trier rapidement en consultation ce qui est viral de ce qui est potentiellement bactérien. Autre question, en cas de rechute précoce ou une persistance d'une otite moyenne aiguë chez l'enfant de moins de 2 ans, on passe à l'augmentin?
Alors, sur les otites récidivantes, on a tendance à rester sur l'amox et à traiter plus longtemps. Donc, ça dépend en fait à quel moment va se situer l'échec ou la rechute. C'est-à-dire que l'enfant va potentiellement bien évoluer sous amoxicilline et pouvoir rechuter précocement dans les semaines ou mois qui suivent. Et à ce moment-là, on reste sur l'amox, mais on a tendance à traiter plus longtemps. L'augmentin, dans l'otite moyenne aiguë purulente de l'enfant, on essaye de le réserver toujours pareil pour cibler l'hémophilus et l'utiliser plutôt sur les syndromes otites conjonctivites. Sur des angines des otites qui récidiveraient sans arrêt ou sur lesquelles on ne s'en sortirait pas avec un enfant qui reste très douloureux, je pense que c'est peut-être là le bon moment pour l'envoyer voir l'ORL et vérifier ce qui se passe au niveau de cette oreille. Je voudrais juste répondre à une question qui est très intéressante, qu'on voit beaucoup en médecine générale, sur un syndrome otite conjonctivite. C'est bien augmentin seul et non pas associé à un antibiotique topique oculaire. Donc augmentin seul, Péros, et dans l'œil, ce sera uniquement des lavages avec du sérum physiologique. Alors, question à Sandrine Roux. Lorsqu'on a des antécédents d'amygdalectomie, est-ce qu'on fait quand même un TDR pharyngé ou c'est plus la peine finalement? Alors, du coup, c'est un peu curieux de se poser la question d'une angine quand on est amygdalectomisé. Ça dépend un petit peu, j'imagine, de la présentation clinique du patient, mais on est plutôt sur un contexte de rhinopharyngite, si je comprends bien. C'était très bien répondu, Sandrine. On va enchaîner un peu parce que c'est bien, il y a des questions qui arrivent là en direct, donc on vous les lit en même temps. Vous pouvez revenir sur l'absence d'intérêt des corticoïdes dans les sinusites de l'adulte en association avec l'antibiotique, parce qu'on a une question dessus. Et puis après, il y a une question qui sera pour ça va être pour Sandrine, et puis je distribue. Ça va la question suivante pour Fanny. Quelle est la place des probiotiques systématiques en cas de prescription d'antibiotiques? Non, ils sont pas recommandés de façon systématique. Après, ce sera adapté à chaque patient, mais il n'y a pas d'indication à une prescription systématique. Et pour les corticoïdes, Sandrine, dans les sinusites chez l'adulte? Alors, les corticoïdes de l'adulte, le message principal, je dirais, c'est que nous, on va déconseiller la prescription systématique parce qu'ils ne sont pas systématiquement utiles. On peut se la poser en cas vraiment de sinusite hyperalgique, mais on peut aussi faire sans, avec une bonne désobstruction nasopharyngée et une antibiothérapie quand elle est adaptée. Donc, le message, c'est plutôt de raisonner la prescription et qu'elle ne soit pas systématique pour tout patient avec une sinusite. Question de terrain. On rappelle quand même que la vie ORL pour les otites récidivantes en pratique, on l'a au mieux dans 3 mois. Donc, concrètement, pendant tout l'hiver, comment je fais? C'est une bonne question. On fait comme on peut et c'est vrai qu'on arrive aussi à la limite en termes d'accès aux avis spécialisés. De toute façon, un enfant qui va avoir une otite récidivante, il faut le traiter. En fait, on ne va pas laisser un enfant avec une otite qui évolue avec les risques de complications, une situation qui est hyperalgique pour lui. Donc voilà, il faut traiter jusqu'à obtenir cet avis ORL. Et il faut traiter plus longtemps que sur une otite simplex. Il y a des questions qui nous reviennent. Ce sont les difficultés en cas d'allergie à l'amoxicilline. Ce sera la dernière question avant la prochaine partie. Très bien. Alors, en cas d'allergie à l'amoxicilline, ce qu'on va retrouver en alternative, principalement, ça va vraiment dépendre du type d'allergie. Est-ce qu'on a une allergie à l'amoxicilline ou est-ce qu'on a une contre-indication formelle à toutes les bêta-lactamines? On parlera des allergies, j'espère, dans un futur webinaire. La première question à se poser, c'est vraiment quel est le type d'allergie. Est-ce que mon patient a fait un choc anaphylactique? Est-ce qu'il a fait un œdème de Quincke, qui sont des contre-indications effectivement formelles à l'utilisation des bêta-lactamines? Ou est-ce qu'on est sur un rage cutané sans gravité? Ou alors est-ce qu'on est sur de l'intolérance digestive, etc. Une fois qu'on a déterminé le niveau d'allergie vrai de notre patient,
on va aller taper dans diverses molécules. On va retrouver chez l'enfant la céphalosporine proxétile en cas de possibilité d'utiliser des céphalosporines. Et en cas de contre-indication formelle à toutes les bêta-lactamines, en fonction de l'indication, ça va être soit le Bactrim chez l'enfant de moins de 6 ans dans la sinusite ou dans l'otite moyenne aiguë, soit les macrolides dans l'angine, par exemple, avec l'azithro, la claritro, la josamicine qu'on peut utiliser. La pristinamycine peut également être proposée dans les sinusites. Chez l'adulte, on va également aller sur du céphalosporine proxétile si on peut l'utiliser ou du céfuroxymaxétile. Et en cas d'allergie vraie, de contre-indication formelle à toutes les bêta-lactamines, à nouveau, ça va être dans l'angine les macrolides, azithro, claritro ou josa, dans la sinusite, la pristi et dans l'otite, la pristinamycine ou le Bactrim. Et tout ça, vous le retrouvez également dans les fiches de l'HAS où tout est détaillé en termes de posologie, de durée, c'est très clair, c'est très synthétique, donc n'hésitez pas à aller voir. Parfait, merci beaucoup. On va enchaîner, je pense, sur la suite parce que le temps passe et qu'il y a plein de questions-réponses et qu'il faut qu'on en garde pour la suite. La deuxième partie est consacrée aux infections respiratoires basses. Et donc, Clément et Emma, c'est à vous. Bonsoir à tous, je m'appelle Emma Bourgnon, je suis infectiologue au CHU de Saint-Étienne. Et bonsoir, Clément Théis, infectiologue au CHU de Clermont-Ferrand. Voilà, donc on va attaquer ce dialogue en vous parlant d'abord des infections respiratoires basses, en commençant par la pneumonie du sujet jeune. Oula, mais c'est facile ça, la pneumonie du sujet jeune, je sais, il faut mettre de l'amoxicilline. C'est ça, effectivement, l'amox, ça reste le traitement de première intention des pneumonies du sujet de moins de 65 ans et sans comorbidité. L'idée, en fait, c'est de couvrir le pneumocoque, qui est le germe prédominant dans les pneumonies dans ce type de terrain. On peut se poser la question de l'acide clavulanique dans cette indication-là. Mais il n'y en a pas, du tout. Elle n'apporte rien, y compris contre les pneumocoques de sensibilité diminuée à la pénicilline, où le seul traitement sera de la pénicilline bien dosée, donc l'amoxicilline à 1 gramme fois. Donc on ne se pose pas la question de l'acide clavulanique dans cette indication-là. C'est une molécule qui n'a pour but que d'élargir le spectre, hein, vous voyez sur la diapo. Voilà, donc si on devait retenir un petit slogan, dans la pneumonie du sujet jeune, l'augmentin, on n'en a pas besoin. Ok, donc on fait amoxicilline et c'est 7 jours, c'est bien ça? Non, les recommandations actuelles mises à jour en 2021 par la SPILF en termes de durée des traitements antibio préconisent maintenant 5 jours et uniquement 7 jours si on a une évolution pas forcément favorable, un petit peu traînante après 3 jours d'antibiothérapie. Oui, enfin Clément, entre 5 et 7 jours, ça ne va pas changer grand-chose, si? Si, justement, il y a des études qui ont bien montré que chaque jour d'antibiotiques en trop a un impact. Chaque jour d'antibiotiques en trop, c'est plus de 5% d'augmentation du risque d'effets secondaires associés, donc c'est finalement assez énorme. Ah ouais, quand même. Mais bon, sinon, on peut aussi se guider avec la biologie type la CRP. Si la CRP diminue, on peut peut-être arrêter les antibiotiques, non? Et puis si elle augmente encore, je les continue. Là, c'est pareil, c'est un peu contraignant à la fois pour ton malade parce que ça l'oblige à aller au labo et y retourner si tu l'as déjà envoyé une première fois. Et puis, il y a des études qui ont bien montré que finalement, ces biomarqueurs-là ne faisaient pas mieux que l'examen clinique. Donc, finalement, on peut s'en tenir à ça. Ok, bon, et par contre, si mon patient il est allergique aux pénicillines, qu'est-ce que je mets? Moi, j'aurais bien mis des macrolides. Les macrolides contre le pneumocoque, qui est donc le pathogène qu'on cherche à traiter ici, ce n'est pas le top. Hein. Le pneumocoque, il y a un risque de résistance qui est important aux macrolides. Donc, ce n'est pas ce type d'antibiotique qu'on préférera. C'est une classe d'antibiotiques qui a en revanche toute sa place contre les pneumonies suspectes à germatique. Pour une alternative à l'amox, finalement, ce qui est pas mal, c'est la pristinamycine. C'est une bonne molécule. En plus, l'avantage de cette pristinamycine, donc en plus, ce n'est pas une bêta-lactamine, donc il n'y a pas de risque d'allergie croisée avec les autres bêta-lactamines.
Et c'est une molécule pour laquelle le spectre est assez étroit. Donc, en termes d'impact sur le microbiote fécal, c'est plutôt intéressant. Ok, et puis sinon aussi, on a toujours les quinolones, non? Alors ça, c'est la moins géniale des alternatives. C'est des molécules précieuses pour finalement traiter une pneumonie en ville, une pneumonie donc non grave qui va bien. On n'en a pas besoin. C'est une classe de molécules qu'on préfère garder pour des infections pour lesquelles on n'a pas d'alternative, par exemple les infections ostéo-articulaires. Ok, et l'augmentin dans tout ça, tu vas pas me dire que j'ai pas le droit de l'utiliser? Alors si, mais pas dans cette indication-là. L'augmentin garde toute sa place pour les pneumonies du sujet de plus de 65 ans et en cas de comorbidité. Voilà. C'est aussi recommandé en cas de pneumonie post-grippale et également post-Covid. Ok, mais tu peux me rappeler du coup le rationnel, s'il te plaît, entre l'augmentin et l'amoxicilline? Qu'est-ce que l'augmentin a de plus que l'amox dans ce cas-là? À ce moment-là, en fait, on cherche à couvrir des pathogènes qui sont tout à fait différents que dans le cadre de la pneumonie du sujet jeune. Comme dans les infections ORL, on cherche à traiter l'hémophilus. On cherche également à traiter, et là c'est un petit peu différent des infections ORL, le staphylocoque doré ou encore des bactéries du tube digestif. Des bactéries du tube digestif, t'es sûr de toi là? Ouais. Effectivement, avec l'âge et les comorbidités, ta flore trachéobronchique, elle se modifie et elle se colonise à ce type de germe. Ok, bon bah j'ai tout compris. Là, on fait 7 à 10 jours, mais pas comme chez le jeune, vu que là, les patients sont vieux et fragiles. C'est vrai, ça pourrait être un argument, mais là aussi, les durées d'antibiothérapie ont été raccourcies parce qu'on se rend compte qu'en faisant plus court, on ne fait pas moins bien en termes de guérison clinique. Et donc, on propose 5 jours en cas d'évolution rapidement favorable. Ah ouais, et puis j'allais oublier, pour les pneumonies, le meilleur traitement, c'est la prévention. Pense bien au vaccin antipneumococcique, et puis on peut également penser au vaccin de la grippe et au vaccin anti-Covid. Oui, ça c'est vrai. On y pense bien chez les enfants maintenant que c'est obligatoire, mais c'est vrai qu'on y pense un peu moins chez les insuffisants non immunodéprimés. Quant aux diabétiques, on devrait vraiment y penser systématiquement. Exactement. Voilà pour les infections respiratoires basses, sans transition, les bronchites. Ah, alors les bronchites, c'est simple. Pas d'antibiotiques pour la bronchite du patient qui n'a pas de pathologie bronchique sous-jacente, type BPCO, mucoviscidose ou dilatation des bronches. Exactement. Ouais, d'accord. Mais bon, si mon patient il tousse beaucoup, je peux quand même lui mettre un peu d'amoxicilline. Et non. Mais s'il revient 3 jours après que ça passe toujours pas, Non plus. et si la maman insiste? Toujours pas. D'accord. Et s'il se crache sale? Eh ben non. En fait, on sait que c'est difficile dans ces situations, mais c'est aussi notre travail d'expliquer pourquoi les antibiotiques ne servent à rien ici. C'est parce que dans ce cas-là, ces infections sont exclusivement virales, à 99%, et que donc, soit tu lui fais une ordonnance de non-prescription, comme nos collègues ont présenté avant, soit tu lui donnes un bon mucomyste, comme ça, il aura son médicament. Ah non, tu peux pas dire ça, c'est du placebo. Je te rappelle que depuis 2010, l'usage des mucolytiques est contre-indiqué chez les nourrissons de moins de 2 ans en raison du risque d'aggravation des troubles respiratoires, type encombrement ou bronchiolite. Et concernant les antitussifs qui vont être proposés, certains même exposent à des effets indésirables disproportionnés et sont carrément à éviter. Et il est rappelé que la toux, c'est un mécanisme de défense qui est naturel et physiologique. Ah ouais quand même. Bon. Ça fait un peu peur quand même tous ces trucs là qu'on a mis pendant des années sans trop savoir ça. Bon, et au final, mon patient tousseur, finalement, on est d'accord pour ne pas lui mettre d'antibio, mais qu'est-ce que je peux lui proposer? En pratique, depuis 2022, pour soulager une toux qui est liée à une infection respiratoire aiguë, il n'y a aucun médicament qui a montré une efficacité meilleure que les autres mesures non médicamenteuses. Donc, tu proposes des mesures hygiéniques simples, lavage de nez, hydratation correcte, humidification de ton environnement et antipyrétique. Et puis pour les enfants, un bisou, un câlin et ça ira mieux. Ok, il faudra peut-être quand même que je demande à Fanny de me remontrer comment on fait ce lavage des fosses nasales parce que je n'ai pas bien vu. Bon, allez, et on conclut un petit mot sur la BPCO. Bon, dans cette indication-là, on le rappelle, les antibiotiques, ce n'est pas automatique.
Et là, finalement, c'est assez simple tout en étant complexe. Ça dépend du stade de la BPCO. Quand on est au stade 1, stade 2, alors voilà, ça sous-tend quand même que votre patient il est bien suivi en pneumo et que du coup son stade de BPCO est bien connu. Pour le stade 1, stade 2, c'est-à-dire absence de dyspnée ou dyspnée d'effort inconstante, on ne fait pas d'antibio. Stade 3, c'est le stade de la dyspnée d'effort chronique. On met une antibiothérapie uniquement en cas d'expectoration purulente verdâtre. Et là, on propose de l'amoxicilline, 1 gramme 3 fois par jour, 5 jours uniquement. Voilà. Ça revient un petit peu aux critères de l'antonicène. Et le stade 4, une dyspnée au moindre effort ou de repos, là, on met l'augmentin à 1 gramme 3 fois par jour pendant 5 jours. Ok, mais tu peux me réexpliquer toutes ces différences, s'il te plaît? En fait, c'est assez simple. Le stade 1, stade 2, c'est comme en population saine, c'est-à-dire c'est essentiellement viral. Voilà. La différence entre le stade 3 et le stade 4, c'est la même différence que dans le cadre de la pneumonie, que la différence entre la pneumonie du sujet jeune et la pneumonie du sujet âgé. C'est la flore trachéobronchique qui se modifie et qui change au fur et à mesure de l'avancée et de l'âge de la maladie. D'ailleurs, on y pense bien à ce moment-là parce que plus on est précautionneux avec une antibiothérapie bien dans les clous au stade 1, stade 2, stade 3, moins on sera ennuyé par la suite avec des patients colonisés par des bactéries multirésistantes qui sont infernales à traiter, par exemple le PIO. Ah bah tiens, en parlant du PIO, j'ai un malade BPC au stade 4 qui est colonisé avec cette bactérie. Il a déjà été hospitalisé dans notre service et en pneumologie pour des traitements intraveineux, mais je ne sais plus trop lesquels. Est-ce que je peux lui proposer de l'augmentin s'il fait une surinfection? Alors là, non, c'est un peu plus complexe. Dans ce cas-là, un malade qui est colonisé à PIO, quand il fait une surinfection, il est quand même d'usage de lui proposer une antibiothérapie probabiliste anti-pseudomonas, en essayant de le refaire cracher avant, parce que si on retrouve un bon vieux hémophilus, on traitera peut-être cet hémophilus également. Mais voilà, dans ce cas-là, on saura un petit peu de la prise en charge qui est possible en ville. Il faut penser à recontacter l'infectiologue, le pneumologue du malade pour débuter l'antibiotique qui va bien. Ok pour ce cas particulier, mais pour les cas standards, en cas d'allergie, je reviendrai sur de la pristinamycine si j'ai bien tout compris. Voilà, tout à fait. C'est une molécule qui marchera bien. Stade 1, stade 2, stade 3. Stade 4, forcément, c'est une molécule qui n'a pas d'activité sur les bacilles gram négatifs, donc ça pourra être pris en défaut. Mais on va dire pour la grande majorité des patients, stade 1, stade 2, stade 3, c'est une molécule qui fera bien le job avec un impact écologique pour la flore du malade, encore une fois, relativement restreint. Voilà. Ok, c'est parfait. Merci beaucoup, docteur Emma Brognaud et docteur Clément Caïs. Donc, on va passer cette fois-ci à la séquence de questions sur les infections respiratoires basses. À vous. Merci Clément et Emma. Alors moi j'ai une question qui va peut-être être reprise après. Vous avez beaucoup insisté sur les durées de traitement, puisque normalement, et notamment pour la pneumonie, maintenant vous conseillez 5 jours. Pour l'exacerbation de bronchopathie chronique obstructive, lorsqu'il y a une indication, une antibiothérapie, vous conseillez 5 jours également. C'est vrai qu'auparavant, on faisait plutôt 10 jours, puis après, on est passé à 7. Alors, sans remettre en cause votre discours, parce que je pense que vous savez ce que vous dites, mais est-ce que vous êtes vraiment sûr de votre coup? Est-ce que ce n'est pas des pertes de chance pour les patients de passer à des durées plus courtes? Non, parce qu'il y a des études qui sous-tendent ça. On sait qu'on fait pas moins bien en traitant 5 jours qu'en traitant 7, voire 10, voire 14 jours. Donc voilà, les malades, ils guériront tout pareil, sans plus de rechutes, sans plus d'échecs. Donc, autant les traiter le plus court possible pour, encore une fois, diminuer le risque d'effets indésirables et puis l'impact sur le microbiote du patient. Question qui revient sur les bronchites traînantes. On fait quoi? Est-ce qu'on fait une radio ou pas? Qu'en pensez-vous? Ouais, après, la bronchite traînante, faut déjà voir ce qu'on traite. Est-ce que c'est une exacerbation d'asthme? Est-ce que c'est une bronchite vraiment du sujet sain qui sera virale?
Si c'est une exacerbation d'asthme, souvent, en fait, ça reste viral hein, dans la majeure partie des cas, sauf quand l'asthme à un stade très tardif et compliqué, par exemple, de dilatation des bronches, et là, on revient finalement sur une prise en charge de surinfection de BPCO. Mais sinon, dans ce cas-là, le malade asthmatique qui va continuer à tousser, c'est certainement parce que le traitement bronchodilatateur n'est pas optimisé. De la même manière, pour une bronchite, est-ce que l'ensemble tout ce qui est recommandations, règles hygiéniques est bien poursuivi? Après, est-ce qu'on va pousser les investigations à la radio? Oui, pourquoi pas, mais finalement, ça dépendra pas mal du malade qu'on a en face de soi. Est-ce que c'est un malade qui est toujours fébrile, très fébrile, à 42 fièvre? Oui, là, au bout de 7 jours, je pense que la question d'une exploration complémentaire, d'un bilan et d'une radio se pose. Si c'est une toux résiduelle, surtout pas. Je voudrais juste compléter la réponse de Clément, hein, parce qu'en cabinet de médecine générale, c'est très fréquent que les patients reviennent pour une toux sur une bronchite, mais il faut bien les prévenir qu'elle peut durer jusqu'à 3 semaines, cette toux. Hein, donc, ça peut être long. Ça peut être long et on ne sait pas, c'est pas pour autant qu'on aura une surinfection bactérienne avec une pneumopathie ou d'autres complications. Hein, voilà, qu'ils sachent bien que ça peut durer jusqu'à 3 semaines. Du coup, pour les patients plutôt âgés, lorsqu'ils font une pneumopathie d'inhalation, qu'est-ce que vous préconisez? De l'augmentin directement? Alors, pour la pneumonie d'inhalation, c'est effectivement de l'augmentin. Pareil, hein, c'est une question de spectre microbiologique. On a des germes de la flore oropharyngée, hein, via le mécanisme, voire des germes, là encore, de la flore digestive. Alors, pas sur le même mécanisme, hein, ce n'est pas la flore trachéobronchique qui s'est modifiée, c'est du liquide gastrique qui est passé dans le poumon. Donc voilà, effectivement, ça sera une très bonne molécule pour traiter une pneumonie d'inhalation. 5 jours également. Et Clément, tu fais aussi 5 jours dans les pneumonies d'inhalation en EHPAD ou est-ce que ça t'arrive des fois de faire un peu plus long? Il y a des circonstances qui pourraient justifier un traitement plus long ou pas du tout? Un traitement plus long, non, je n'ai pas en tête. Voilà, encore une fois, si l'évolution n'est pas rapidement favorable, on reste sur un 7 jours. Sinon, si rapidement, en 48-72 heures, le malade est apyrétique, non, je serais d'avis de rester sur 5 jours. Par contre, c'est vrai que, comme dans la bronchite, c'est des malades qui vont avoir une expectoration, c'est pour une mécanique de l'inhalation, c'est qu'ils vont tousser beaucoup et longtemps. Ce n'est pas un critère d'échec. En fait, vous insistez bien, je pense que c'est vraiment important sur la réponse clinique au traitement qui va guider quand même la durée de l'antibiothérapie, puisque comme vous l'avez bien dit, tout va jouer un petit peu sur la réponse au traitement dans les 2-3 jours qui suivent le début du traitement. Alors, une autre question qui peut arriver en EHPAD notamment, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsque les patients ne sont pas du tout en capacité d'avaler le traitement? Donc, tu es bloqué parce que l'augmentin, c'est que par voie orale. Donc, qu'est-ce que tu préconises dans ce cas-là comme choix d'antibiotique? Une quinolone, autre chose? Plutôt qu'une quinolone qui, de toute façon, va rester par voie orale. Hein. Les quinolones injectables sont réservées à l'usage hospitalier. Et c'est finalement une classe dont on n'aurait pas forcément besoin ici. Non, l'idée, c'est de venir sur une bêta-lactamine injectable, donc soit de l'augmentin injectable, soit ce qui peut être éventuellement plus simple et adapté à l'EHPAD, de la ceftriaxone, 1 gramme par jour. Et puis, si on a une pneumonie d'inhalation, on peut éventuellement y adjoindre une molécule anti-anaérobie supplémentaire à discuter. On met du métronidazole, 500 mg. On proposera par voie intraveineuse, qu'on pourra faire par voie sous-cutanée, même si c'est hors AMM, mais ça peut rendre certains services, notamment en EHPAD, chez des malades fragiles qu'on aura du mal à faire. Les confrères nous demandent si vous voulez bien revenir sur la clinique et la paraclinique pour distinguer les pneumopathies classiques de celles aux intracellulaires qui pourraient demander des macrolides d'emblée. Comment faites-vous? Alors, la pneumonie classique, typiquement la pneumonie par pneumocoque, le début est brutal, franc, assez bruyant,
avec un foyer auscultatoire qui sera unique. Voilà. Et si on fait une radio, c'est un foyer de condensation lobaire, parfois multilobaire, mais en tout cas, ce n'est pas un syndrome interstitiel. Et traditionnellement, le bronchogramme aérique, même si sur la radio, on a du mal à le retrouver. À la différence des pneumonies à germe intracellulaire, alors, elles ne se ressemblent pas toutes finalement, ces pneumonies à germe intracellulaire, parce qu'on a la légionnelle d'un côté et puis les autres germes intracellulaires de l'autre. La légionnelle, elle se caractérise principalement par un syndrome infectieux qui est marqué, une fièvre également assez élevée, un début qui souvent est brutal également. On a souvent des signes extradigestifs. Voilà, c'est ça qui peut éventuellement orienter des signes extrapulmonaires, souvent digestifs, mais il peut y en avoir d'autres. C'est ça qui peut orienter vers une pneumonie, vers une légionellose. Parallèlement, les autres pneumonies intracellulaires, les pneumonies à Mycoplasma pneumoniae et Chlamydophila pneumoniae, sont des pneumonies à début peut-être un petit peu moins brutales. Elles peuvent donner par contre tout autant de fièvre, souvent 40 degrés. Ça évolue volontiers dans des contextes épidémiques pour le mycoplasma, souvent des pneumonies un petit peu intrafamiliales, des épidémies de pneumonie intrafamiliale. C'est aussi des pneumonies d'aéroport d'ailleurs. Et là, sur le côté paraclinique, on aura typiquement des pneumonies, là pour tous les germes intracellulaires, des pneumonies qui touchent plusieurs lobes, parfois tous les lobes, avec donc des foyers auscultatoires qu'on aura un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et à la radio, voilà, ça peut être lobaire ou interstitiel ou alvéolo-interstitiel pour la légionellose, pour Mycoplasma pneumoniae et Legionella et Chlamydophila, c'est plutôt un syndrome interstitiel ou alvéolo-interstitiel, un petit peu diffus. Voilà. En termes d'examen, d'autres examens paracliniques sur les paramètres biologiques, c'est difficile de faire la part des choses parce que, notamment en termes de syndrome inflammatoire, vous avez des infections sévères à mycoplasma qui donneront 300 de CRP, comme le pneumocoque, comme la légionnelle. La légionnelle, traditionnellement, on a une hyponatrémie via un SIADH. On peut avoir une augmentation de la bilirubine de manière isolée sur les pneumocoques, la fameuse pneumonie aux yeux d'or, et parfois des petits mouvements d'enzymes hépatiques. Bon, voilà. Après, là, on rentre sur des choses qui ne sont pas très, très spécifiques, qu'on peut rencontrer finalement dans l'une et l'autre de ces pneumonies, quel que soit le type de germe. Ça dépend aussi de la gravité. Et l'hyperleucocytose, par contre, c'est vrai qu'elle sera nettement plus marquée, souvent, pour Legionella et pneumocoque, et beaucoup plus modérée sur les autres intracellulaires, Mycoplasma et Chlamydophila. Voilà, ça a pu répondre un peu à vos questions. Merci Clément, tu es sur le grill là parce que tu as plein de questions. Emma, tu nous entends toujours? Alors Clément, ça va être à toi. Il y a une question sur la coqueluche. À juste titre, quelqu'un qui tousse au-delà de 3 semaines, qu'est-ce que tu proposes comme examen pour faire le diagnostic de coqueluche? Et puis la question également, est-ce qu'on peut mettre de l'amoxicilline pendant 5 jours en cas de suspicion de coqueluche? À toi. Alors, l'amox pour la coqueluche, c'est non. Et diagnostiquer au-delà de 3 semaines, ça n'a pas d'intérêt. On est sur une toux résiduelle de la coqueluche. Après, à prendre en compte quand même la présence d'enfants dans l'entourage. Voilà. Mais à ce titre-là, je crois que l'antibiothérapie est entreprise précocement. Je crois qu'on a 5 jours au-delà desquels elle ne sert à rien. Et tu m'as dit la première question, la première partie de la question, excuse-moi. Non, mais en fait, c'était quelle antibiothérapie tu conseilles en cas de coqueluche en première intention? Donc, c'est l'azithromycine, c'est ça? C'est la macrolide. Voilà. Ouais, ok. Alors, une autre question, tu en as parlé, mais est-ce qu'il y a vraiment une place quelque part en pratique de ville pour les quinolones antipneumococciques? En pratique. Au final, en pratique, pas vraiment. Pas vraiment parce que en gros, la pneumonie à pneumocoque grave, elle va à l'hôpital et là, éventuellement, on peut utiliser une quinolone
Encore qu'à l'hôpital, on aura plutôt recours, en cas d'allergie, pas de type 1, à une autre bêta-lactamine, notamment une céphalosporine. Sur une pneumonie à pneumocoque non grave, la pristinamycine fera tout à fait le job, donc aucune place. Ok, merci Clément. Bah, je continue dans la foulée. Olivier, vous m'en voudrez pas. Reprécise bien pour la problématique des résidents en EHPAD, on est bien d'accord, le seul antibiotique qui peut se faire en sous-cutané actuellement, c'est la ceftriaxone. Tu valides ça? Oui. Ok. Autre question sur les pneumonies atypiques, mycoplasme ou autres. Le traitement, tu l'as dit, c'est un macrolide. Quelle durée de traitement pour ces patients? On fait plus longtemps? Ça dépend du macrolide, en fait. Si on utilise l'azithromycine, qui est un macrolide de longue durée d'action, on s'en tient à 5 jours de traitement. Pour la clarithromycine, c'est 7 jours. Et pour la josamycine, c'est 10 jours de mémoire, mais je l'utilise moins. Voilà, ça dépend du macrolide visé. Bon, j'aime bien l'azithromycine parce que finalement, il a pas plus d'effet sur le QT que ses collègues. Et ouais, pas plus d'autres effets indésirables que les macrolides. Hein. C'est des effets indésirables de classe traditionnellement. Et voilà, on l'utilise moins longtemps. Sachant, pour ajouter à ça, c'est le macrolide, l'azithromycine, qui a la meilleure activité intrinsèque contre Legionella. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est mon macrolide de choix. Par contre, on ne l'a pas en forme intraveineuse, mais ça, ce n'est pas une problématique de ville. Mais c'est vrai qu'à l'hôpital, pour une légionellose qui est intubée, on ne met pas d'azithromycine en IV. Ça existe, mais pas en forme. Bon, on a encore de la place pour une question, peut-être. Est-ce qu'il faut vraiment faire une radio pour toutes les pneumonies, notamment chez l'enfant? On insiste bien chez l'enfant, la question. Alors, non, alors Clément, tu peux répondre un peu, puis Fanny complétera, parce que Fanny, elle aime bien les enfants. C'est pas trop mon domaine, mais c'est vrai qu'une pneumonie de présentation typique chez un jeune qui va bien, début brutal, 42 fièvre, on pense à un pneumocoque, on a un foyer auscultatoire qui est bien franc, ça ne me choque pas de ne pas faire la radio. Pareil. Problème d'accessibilité, en fait. Oui, je suis d'accord avec Clément. Chez un enfant, on va avoir la même attitude avec si on a une clinique très franche, on va pouvoir surseoir à la radio et traiter directement. D'autant que ça, voilà, en ville, obtenir une radio, on n'y arrive pas forcément rapidement. Donc, il ne faut pas non plus retarder la thérapeutique. Les questions sur les enfants reviennent. Justement, on en a une. Quand la toux devient émétisante ou insomniante, que peut-on donner à l'enfant? Après, ça, c'est toujours pareil. La toux, c'est un mécanisme réflexe. La diminuer, c'est s'exposer à des complications ou au mieux de ne rien apporter. Après, une toux ou insomniante, une toux émétisante, bon, on a tous connu ça en tant que parents, c'est compliqué à gérer, mais c'est pas plus une indication d'antibiothérapie qu'autre chose, un petit lait au miel. Je ne sais pas si Fanny, tu as d'autres. Ouais, tout à fait. Tu as raison. Hein. Déjà, il faut absolument rassurer, prendre le temps de rassurer les parents. Dans tout ce qui est non pharmacologique, déjà, très important, éviction du tabagisme passif. Hein, arrêt du tabac pour les adultes, hein, c'est valable aussi. Du miel. Sirop de fruits, les tisanes à base de thym, hein, elles ont montré la même efficacité qu'un placebo, mais au moins il n'y a pas de risque, hein, donc pourquoi pas tenter aussi faire saliver les enfants, donc sucette ou bonbons, des choses comme ça. Bien penser à humidifier l'air, hein. Donc c'est comme les lavages de nez, ça humidifie les voies aériennes supérieures, humidifier l'air de la chambre, simplement en mettant des vêtements à sécher, hein, ou des serviettes mouillées et on les met à sécher dans la chambre de l'enfant, ça fait bien monter l'humidité dans son air ambiant. Et après, au niveau médicamenteux, on va dire que le moins pire, il faut rester sur des sirops antitussifs opioïdes, hein, comme le dextrométhorphane, hein, le Tucidane. Il a une efficacité qui est faible, mais qui est un petit peu au-dessus du placebo. Donc voilà, c'est vraiment à utiliser de manière prudente et après la mise en route des mesures non médicamenteuses. Voilà.
Merci beaucoup pour ces derniers conseils. Donc, je pense qu'on arrive au terme de ce webinaire. Merci à tous. Je passe la parole au Dr Gaetano Saba pour la conclusion. Avec le micro. On n'a pas votre micro, Dr Saba, je pense. Et oui, comme quoi on peut être directeur et oublier de mettre le micro. Pourtant, j'ai l'habitude de parler. Et vraiment, j'étais en train de dire que j'ai passé un super moment. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai bien aimé les jeux de rôle. Et en plus, c'est des jeux de rôle sympathiques qui étaient à visée pédagogique. J'aimerais bien que nos prochains webinaires, au-delà de ceux qu'on fait avec le Centre régional d'antibiothérapie sur d'autres thèmes, soient de cette envergure. Vraiment, bravo à l'équipe de l'assurance maladie, bien sûr, mais bravo aussi à tous les intervenants et merci à vous tous qui avez pris du temps parce qu'on est resté quasiment à un plateau jusque maintenant avec un chiffre important de participants. Merci et à bientôt pour d'autres aventures peut-être.